Si toi aussi, à chaque fois que tu écrases un insecte, tu penses aux pectoraux de Casper Van Dien et qu'à chaque allocution du ministre des Armées, t'as envie de voir Denise Richards dans l'espace, c'est que toi aussi t'as trop regardé Starship Troopers. Mais comme trop, c'est jamais assez, on va aujourd'hui reparler de ce film super culte et super important. Je fais partie des gens qui ont découvert Starship Troopers non pas au cinéma malheureusement, mais à la télévision, en deuxième partie de soirée sur TF1 en l'occurrence. Si je dis ça, c'est pas pour raconter ma vie, mais vraiment parce que ça illustre à quel point ce film il est génial et passionnant à regarder, peu importe l'âge et peu importe qui on est et quel genre de cinéphile on est. Mayday, mayday, this is Roughneck 2-0. We're under attack, sir. We need retrieval now. Someone made a damn mistake. Mais évidemment, comme derrière tout bon Paul Verhoeven, derrière il y a autre chose. En l'occurrence, une critique de l'impérialisme, de l'Amérique, du militarisme, du fascisme. C'est quelque chose qui est donc très drôle, très malin, très engagé et donc très intéressant à analyser pendant des années et des années. Au bout de la 30e fois qu'on le voit, on a encore l'impression de découvrir des choses et de pouvoir encore réfléchir Starship Troopers. C'est aussi un film très important pour quiconque regarde la carrière de Paul Verhoeven. C'est en gros son dernier film hollywoodien parce qu'après ça il a fait Hollow Man et lui-même regrette un petit peu d'avoir fait le film. Il pense que n'importe qui d'autre aurait pu le faire et qu'il n'y avait plus sa patte. Ce qu'il faut aussi de Starship Troopers, un film très important pour Paul Verhoeven, c'est que c'est un point de rupture entre lui et les États-Unis. Pour toutes ces raisons, Starship Troopers c'est un film fondateur et fondamental, surtout plus de 20 ans après et quand on voit ce qu'est devenu Hollywood. Alors pourquoi Starship Troopers a été considéré comme un film néo-nazi et fasciste et surtout pourquoi faut en rigoler et pas s'énerver? La première, c'est que Starship Troopers c'est une adaptation officielle du livre Étoile garde à vous de Robert Heinlein, qui est un livre qui est vraiment considéré comme de droite, conservateur, républicain, voire fasciste et vraiment extrême droite. Donc évidemment, l'adaptation allait être accusée d'être néo-nazi et fasciste. Sauf que ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'à la base c'est un scénario original qui n'a aucun rapport avec le film, sauf que ça parle aussi d'aliens à l'autre bout de l'espace. C'est une idée originale d'Edward Neumeyer, le scénariste de Robocop, et à l'époque, au début des années 90, c'est le réalisateur des Gremlins, Joe Dante, qui est sur le coup. Donc ça n'a rien à voir avec une adaptation, sauf que Sony rentre dans la danse. Le studio, une fois que le projet l'intéresse, décide d'en faire une adaptation officielle de Starship Troopers. Pourquoi? Parce qu'il y a un point commun avec le livre et qu'ils ont les droits du livre, donc c'est beaucoup plus simple pour eux. La deuxième raison pour laquelle dire que Starship Troopers est un film fasciste, c'est complètement débile, c'est que le film est totalement anti-fasciste, c'est une satire extrême. Verhoeven savait que s'il faisait un film purement anti-fasciste, qui disait du début à la fin qu'être fasciste c'était pas bien, ça allait être ridicule et que personne n'allait l'écouter, en tout cas pas ceux qui étaient concernés. Donc il s'est dit je vais faire le contraire, je vais faire un monde parfait, un monde fasciste absolument idéal, où on a plein de grosses armes, de la grande technologie, et que tout ça sert bêtement à tuer des insectes. Il voulait qu'on se questionne sur ces gens et qu'on se demande s'ils étaient fous, s'ils étaient bêtes. Il voulait faire un film sur des fascistes qui ne savent pas qu'ils sont fascistes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Paul Verhoeven n'a jamais voulu piéger Sony. Pour lui, tout était clair sur le papier et tout le monde avait signé pour ce projet et cette satire extrême. C'est ce qui a présidé toutes les décisions de Paul Verhoeven. Ça a commencé sur le casting. Quand il a choisi Casper Van Dien plutôt que Matt Damon ou Mark Wahlberg, c'est parce qu'il voulait un visage typiquement arien, des mâchoires carrées, blond, les yeux clairs. Il était inspiré par les vidéos du nazisme de Leni Riefenstahl. C'était vraiment pour lui des inspirations assumées. Comment est-ce que Sony a donc pu donner 100 millions de dollars à un tel projet? Verhoeven, il explique très simplement, c'était le bordel. À l'époque, Sony a changé de direction plusieurs fois, si bien que personne n'avait le temps ou l'envie de se pencher sur ce projet. Une fois que la stabilité était retrouvée au sein du studio, c'était trop tard, Starship Troopers était fini. Même des années après, quand Denise Richards est interrogée sur le film, elle dit simplement « J'étais très contente de faire un blockbuster, c'était super cool et Paul Verhoeven, c'était trop cool ». Verhoeven lui-même raconte le moment où Neil Patrick Harris est arrivé sur le plateau en costume de SS, et il disait « Pour moi, c'était clair, je l'ai amené en costume de SS, c'est donc un film sur le nazisme, et je m'en moque ». C'est là qu'on voit vraiment le gouffre qu'il y avait entre la vision de Paul Verhoeven et ce qu'il voulait faire, et ce qu'en ont pensé les acteurs, les producteurs et une partie du public et de la critique. La vraie question, c'est donc comment certains ont pu prendre Starship Troopers au premier degré et ne pas voir que c'était une satire. On le voit clairement avec les vidéos de propagande qui ouvrent et ferment le film. On y voit des enfants tenir des flingues, des soldats former des enfants avec un grand sourire. On y voit aussi des mômes écraser des insectes sous le regard hystérique d'une prof qui est super heureuse. Il y a aussi la publicité pour la mise à mort en direct d'un prisonnier à la télévision en prime time. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une glorification de la violence et une absence totale de sensibilité à ce sujet. Ça se voit avec le mec qui forme les jeunes soldats à l'académie, qui n'hésite pas à exploser la main ou briser des os. Et on le voit aussi au tout début du film où un journaliste se fait tuer en direct et le caméraman ne trouve rien de mieux à faire que de le filmer en gros plan en direct. À côté de ça, la niaiserie sur les histoires d'amour des héros est là aussi un indicateur que tout ça est une blague à prendre comme une farce. Ça se voit très bien sur le personnage de Rico. C'est un personnage qui veut s'engager dans l'armée et qui va jusqu'à s'opposer à ses parents pour ça. Donc a priori, il est mené par des intentions nobles, il veut sauver son pays et vraiment il veut être un bon soldat, un bon citoyen.
Sauf que dès le premier cours d'éducation civique, ils s'en foutent de ce que raconte le prof. Ils sont tous menés par leurs hormones et ça se voit très clairement. Rico veut choper Carmen, Didi veut choper Rico, Xander il veut choper Carmen. C'est vraiment clairement Beverly Hills dans l'espace et ça se voit là aussi avec le choix des acteurs. Le traitement de la nudité et de la sexualité n'est d'ailleurs pas anodin. Verhoeven parle longuement de la scène de la douche où tous les personnages sont à poil et explique pourquoi ils se sont engagés dans l'armée pour devenir citoyens. Verhoeven voulait mettre en scène le corps fasciste, c'est-à-dire des gens nus qui préfèrent parler de la patrie plutôt que de se mater. Et d'ailleurs, le moment où Rico accepte enfin de coucher avec Didi, c'est finalement parce que son boss lui a dit de le faire. Autre raison de rigoler, de ne pas prendre ça trop au sérieux, les militaires. Il n'y a qu'à voir leur stratégie et leur manière d'être tués et explosés en morceaux par les aliens pour se rendre compte à quel point tout ça est vraiment ridicule. L'absence de super armure comme dans le livre, c'est bien sûr lié à la question du budget, mais ça permet aussi de rendre tout ça encore plus absurde. Les soldats sont complètement faibles et fragiles face aux insectes et ils se font tuer en moins de 2 minutes. Et la stratégie militaire, au-delà des attaques au sol, elle est tout aussi absurde dans les airs. Tous les vaisseaux qui sont en orbite, ils se font exploser une première fois à cause des attaques de plasma des énormes insectes, et ils refont pareil une deuxième fois, et tout le monde meurt, et Carmen et son pote, ils sont obligés de se cracher sur la planète. Donc on voit à quel point personne ne réfléchit, et que vraiment, ils sont aussi débiles que les insectes qu'ils qualifient de débiles. On peut d'ailleurs se demander à quel point les arachnides sont vraiment des ennemis pour l'espèce humaine. Veulent-ils vraiment détruire les humains? Au début du film, une vidéo de propagande montre qu'ils sont très loin dans l'espace, et que dans leur système, ils sont soumis à des forces gravitationnelles extrêmes. C'est-à-dire que les cailloux sont envoyés un peu partout, mais ce n'est pas leur intention. Ils ne mènent pas une entreprise d'invasion et ils ne veulent pas envahir la Terre. C'est juste que des cailloux viennent et détruisent parfois la Terre. Sauf qu'après, pendant tout le film, tout le monde est persuadé que les aliens voulaient intentionnellement détruire Buenos Aires et plusieurs villes par vengeance, par esprit de guerre. Donc on voit vraiment que c'est de la pure propagande et qu'aucun personnage n'essaie de réfléchir et de questionner ça. Le but du film, c'est de montrer que les héros, les fascistes, les vrais, veulent juste conquérir, envahir. Leur but, c'est détruire, conquérir, faire peur. À la fin, ils gagnent par la peur. Et ils veulent, pendant tout ce temps-là, rester beaux, bien coiffés et musclés, parce que c'est ça qui est important pour les vidéos de propagande. À partir de quel moment Starship Troopers a-t-il été qualifié de néo-nazi et fasciste? Ça a commencé avec un papier du Washington Post, qui est donc un média très connu aux États-Unis. Le papier accusait le film de l'être, et à partir de là, ça a mis le feu aux poudres. Paul Verhoeven parle d'un cauchemar, d'une promo qui a été totalement axée là-dessus, surtout en Europe, dans les pays qui ont connu des régimes fascistes. Tout le monde a abordé le film via ce prisme, et il raconte que ça a été un combat contre les journalistes, et évidemment le public en a entendu parler, et c'était très compliqué de voir Starship Troopers autrement que par ce biais-là. Le film a donc sans surprise été un échec au box-office, il a coûté environ 100 millions hors marketing, il en a rapporté dans les 122 dans le monde et seulement 55 côté américain. Cela dit, petite légende urbaine qui permet de relativiser l'échec du film au box-office américain. Casper Van Dien en a reparlé plusieurs fois depuis. À l'époque, le film était rated R, c'est-à-dire qu'aucun enfant ne pouvait y aller sans un adulte. Il explique qu'à l'époque, il y avait un vrai défi. Les enfants prenaient une place pour un autre film, notamment Mr Bean qui sortait à la même époque, ou La Petite Sirène qui venait de ressortir en salle, et ensuite ils se faufilaient dans la salle de Starship Troopers. Tout le monde pensait qu'à l'époque, en gros, le film plaisait et attirait beaucoup plus que les chiffres réels et froids du box-office, mais que comme le film était en rated R, il en a souffert. Mais au-delà de ces réflexions sur le fond politique, social du film, ça reste tout simplement un putain de spectacle. Et une des raisons de ce spectacle énorme et spectaculaire, ce sont les effets spéciaux. Le film, il est arrivé à un moment intéressant, un moment charnière. Entre le début des années 90, où il a commencé à être développé, et 97, où il est sorti, les effets spéciaux ont beaucoup changé. On est donc passé d'effets spéciaux mécaniques plateau à vraiment l'avènement des CGI et des effets numériques. C'est que d'un côté, on a de l'imagerie purement numérique et des CGI. Dès qu'on voit les aliens de loin, c'est numérique, c'est faux. Et de l'autre, dès qu'il y a des gros plans, dès qu'on voit des pattes, dès qu'il y a des interactions entre les aliens et les humains, c'est du réel, c'est du concret. Derrière ces effets spéciaux, il y a un homme assez connu qui s'appelle Phil Tippett. Ce mec, il a bossé sur des Star Wars, sur Robocop, sur Willow, sur Jurassic Park, et Paul Verhoeven voulait absolument le faire avec lui. Il dit que dans son contrat, c'était stipulé. Je le fais avec lui ou je fais pas le film. Phil Tippett a raconté à quel point l'ambition du film était énorme. Il comparait notamment à Jurassic Park, en disant que sur Jurassic, il y avait une 50aine de plans à traiter, et sur Starship Troopers, 250. C'était donc une ambition énorme. Le film a été nommé aux Oscars des meilleurs effets spéciaux, et c'est encore aujourd'hui un exploit et une vraie réussite, même avec le poids des années. TriStar Pictures takes you to the front lines of the next frontier. Kill them all! Starship Troopers. Comme à peu près tous les films américains de Paul Verhoeven, Starship Troopers a eu une vie après lui, et il y a eu 4 suites, 2 films live et 2 films animés. Il y a d'abord eu Starship Troopers 2, Héros de la Fédération, qui est réalisé par Phil Tippett, le monsieur effets spéciaux. Ensuite, il y a eu Starship Troopers 3, Marauder, qui est réalisé par Edward Newmeyer, qui est le scénariste des 2 premiers Starship Troopers. On reste dans la famille. Ensuite, on est passé au film d'animation. Il y a eu Invasion, une coprode avec le Japon,
Et ensuite Traitor of Mars où Casper Van Dien revient et surtout Dina Meyers dans le rôle de Dizzy parce qu'il hallucine et donc ça permet des retrouvailles. Depuis, il y a des projets de remake et un projet de suite sous forme de série. Sans surprise, le premier Starship Troopers reste bien sûr le plus cool et le plus culte pour plein de raisons. C'est que c'est un super divertissement et que c'est très rare d'avoir un divertissement avec autant d'argent, autant d'aliens, autant d'action et autant de zones dans l'espace. Ensuite, c'est aussi une satire qui reste toujours aussi drôle, corrosive et virulente des années après. C'est aussi un tour de force technique avec des effets spéciaux qui sont toujours aussi bons et une technique qui est toujours aussi impressionnante. C'est aussi très important dans la carrière de Paul Verhoeven, c'est une sorte de chant du cygne, son dernier grand film hollywoodien. Et puis bon, n'oublions pas qu'à l'époque, tout le monde se disait que Casper Van Dien et Denise Richards avaient devant eux une grande carrière d'acteurs crédibles. Donc là aussi, c'est quand même avec une grande émotion qu'on les revoit à l'écran. Bref, Starship Troopers, c'est la vie. Voulez-vous en voir plus? Plus de sujets traités, plus de chroniqueurs, plus de vidéos? Pour cela, il faut s'abonner à notre chaîne, c'est le seul moyen d'en voir plus.